Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que c'est bon, ça, je vois que ça passe là. On va pas tout de suite commencer, on attend 10 heures, le temps que vos copains se connectent. Je vais essayer avec ça. J'ai besoin de savoir si je peux faire un nouveau partage sur Slido. Oh yes. Attends, j'essaie. S'il vous plaît, euh, est-ce que l'un de vous peut me dire si le partage d'écran fonctionne par rapport à Slido? Alors, Oui, oui, alors, juste je vous montre ce que je veux partager et vous me dites si ça passe. Voilà. Je voudrais partager cela. Ça apparaît comment? Dites-moi juste ce que vous voyez. Comme ça, voilà, j'ai les. Oui, oui, plein écran. Join, excellent, très bien. Voilà, ça c'est très bien. Donc, je vais revenir sur l'autre page de l'annonce et je pourrai revenir sur Slido tout à l'heure. Bien, excellent. On attend que quelques-uns de vos copains rejoignent, comme ça on démarre tranquillement. Oui, oui, j'ai éteint temporairement le temps qu'on soit à 10 heures. C'est exprès. Oui, il y aura un seul cours de psycho aujourd'hui qui est celui de l'annonce diagnostique et vous aurez deux cours de psycho demain, celui de Dr. Wedf sur le fonctionnement de la personnalité et celui de Dr. Mortal. Je dois voir avec elle pour confirmer. Alors, pour les TD et la simulation, demain matin, nous faisons une réunion de travail avec les différents
différents maîtres de stage pour finaliser le programme de l'enseignement pratique, c'est-à-dire combien de jours dans les services et le planning des TD et des stages. Donc, on verra si on peut démarrer la semaine prochaine ou pas. Et évidemment, si on démarre la semaine prochaine, ce ne sera pas les matinées où vous avez des cours. L'information, vous l'aurez au département. On n'a rien compris, Jean, on n'a pas fait la sémiologie générale pour qu'on puisse comprendre un peu la psychiatrie. Mais justement, à part les termes de sémiologie psychiatrique, le reste, ce n'est pas des termes de sémiologie générale, c'est de la psychologie. Et les termes de sémiologie psychiatrique de l'examen mental, je vous ai dit, on vous les donne en apport, mais vous allez les développer bien après et vous aurez un support là-dessus pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi on parle. Mais même si vous faites sémiologie générale, ce n'est pas ça qui vous fera comprendre la sémiologie psychiatrique, croyez-moi. C'est notre monde. Bon, je vois combien on est. Non, j'ai dit on fait un cours maintenant et demain 2 cours. Allez, hop. Aïe, ça y est. Ok, yes, it's good. Ouais. On est sûr. On va partager. Donc, on va commencer, si vous êtes d'accord. On va commencer sur votre cours d'annonce diagnostique d'une maladie grave. Bonjour à chacun d'entre vous au nouveau arrivant. Si vous êtes sympa, éteignez vos micros. Donc, on va parler de l'annonce d'un diagnostic de maladie grave. Ce cours-là, il est très possible que vous ayez à le refaire d'une manière ou d'une autre dans les années à venir, parce que, à mon avis, c'est un cours qui nécessite déjà un certain nombre de prérequis par rapport à la pathologie, par rapport à la psychologie et tout. Mais ce cours existe dans le programme, donc on est obligé de vous le faire. C'est un cours qui aura aussi une séance de simulation qui vous permettra de retenir les points les plus importants de ce cours. Donc l'objectif de ce cours, les objectifs, ce serait de connaître les risques liés à l'annonce, de connaître les réactions possibles du patient et du médecin lors d'une annonce d'un diagnostic de maladie grave et de connaître les différentes étapes d'annonce. Pour moi, le plus important, que vous sachiez quelles sont ces étapes-là et quels sont les déterminants, c'est-à-dire les réactions. Alors, avant de commencer, nous allons faire, vous avez pris l'habitude un peu avec moi, on va faire un petit tour sur Slido. C'est pas ça. Attendez, on va sortir. Allez,
Bien. Alors, bien. Essayez d'aller sur slido.com et vous mettez Psy 3, puisque c'est votre troisième cours de psycho. Et vous faites signe si vous êtes suffisamment connecté. Yes, très bien. Done. Yes, très bien. Bonjour, c'est bon. Alors, on démarre notre pré-test. Et ouais. Première question. Annoncez-vous le diagnostic, annoncez-vous à un patient le diagnostic de sa maladie grave. Est-ce que pour vous, ce serait bien d'annoncer un diagnostic? Quand je dis annoncez-vous, comment on peut accéder? Vous allez sur Google et vous mettez slido.com. Voilà, vous l'avez sur l'écran, juste là, à gauche, slido.com. Vous aurez une petite fenêtre où il y a hashtag. Vous écrivez juste Psy3 et vous y êtes. Code Psy3. Voilà. Alors, je ne parle pas en tant qu'externe, je parle en tant que soignant, que futur soignant. Si vous êtes soignant, responsable d'un malade, est-ce que vous annonceriez le diagnostic à ce malade-là? Allez-y. Je vois le compteur. Dès qu'on atteint 100, je mets votre tendance. Bien. Bien. Alors, 83% annoncent et 17% n'annonceraient pas. Pardon. Eh bien, d'accord. L'idée, c'est que d'un point de vue légal, déontologique, nous sommes tenus d'annoncer. Mais il y a des règles. Et par exemple, un patient qui ne veut pas qu'on lui... on va voir tout à l'heure. Et normalement, nous sommes tenus d'annoncer. Où est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est oui. Et vous allez voir juste après comment on faire. Bien. Oui, il faut que le malade sache qu'il est malade, ce qu'il a. Paul 2. Si vous annoncez, à qui annoncez-vous préférentiellement? Je dis bien préférentiellement. Est-ce que vous annoncez aux patients seulement et vous ne dites rien à la famille? Est-ce que vous annoncez plutôt à la famille seulement? Comme ça, la famille gère le dossier du malade, s'occupe de lui pour ne pas l'angoisser. Est-ce que vous annoncez aux patients? Et vous voyez s'il vous autorise à l'annoncer à une autre personne. On voit les résultats. Au patient et ou personne qui l'autorise, au patient seulement, à sa famille seulement. D'accord. Alors,
et où on s'oriente toujours vers le patient. Si on fait une annonce, on va vers le patient. S'il nous dit « je ne veux pas savoir », on lui pose la question « qui voulez-vous qu'on informe sur votre maladie ?» Il y a des maladies qui disent « donc, il faut faire attention à cela. » Beaucoup de médecins s'orientent vers l'annonce vers la famille juste parce que c'est une solution de facilité. Troisième question. Est-il utile de demander au patient ce qu'il sait sur sa maladie, ce qu'il souhaite savoir sur la maladie et les soins, ce qu'il ressent et s'il accepte le choix thérapeutique. Là, plusieurs possibilités existent. Je n'ai pas mis une seule réponse juste, donc vous pouvez cocher plusieurs. Donc, quand vous faites l'entretien avec un malade au cours de l'annonce, est-ce que vous pensez que ça vous servirait que le malade vous dise ce qu'il sait sur sa maladie, qu'il vous dise ce qu'il souhaite savoir sur la maladie, qu'il vous dise ce qu'il ressent et ben, si vous choisissez une seule, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens à celle-ci. Et je vais voir vos résultats. En fait, il y a énormément de choses à explorer dans l'annonce. Évidemment, s'il accepte le choix thérapeutique, on ne va pas le forcer. Sauf dans certaines situations un petit peu graves où à ce moment-là, les capacités de discernement et de jugement du malade sont perturbées. On lui demande toujours, qu'est-ce qu'il veut savoir. On lui demande toujours, qu'est-ce qu'il sait sur la maladie. Et on lui demande encore plus ce qu'il ressent par rapport à cela. Sinon, on fait abstraction du vécu du malade et ça ne passe pas. Qui est censé annoncer le diagnostic préférentiellement? Je vais vous donner plusieurs acteurs et vous allez me dire, c'est plutôt celui-là qui va annoncer. Le médecin traitant ou bien le médecin référent. Parfois, le malade va avoir 3 ou 4 médecins traitants. Par exemple, en oncologie, il va avoir affaire à son médecin généraliste, au spécialiste qui a diagnostiqué, au chirurgien qui va opérer, à l'oncologue qui va faire la chimiothérapie, au radiothérapeute qui va faire la radiothérapie, et il va passer en anapathe pour récupérer ses résultats, etc. Donc, si je parle uniquement de cela, il est possible qu'il passe chez le psy. Donc, à votre avis, qui est le mieux placé pour annoncer? Le médecin traitant ou référent? Quand je dis le médecin traitant, c'est-à-dire celui qui va coordonner entre les différents acteurs. Le psychologue ou le psychiatre? L'oncologue? Le médecin anapathe, histologiste? Un membre de la famille, c'est-à-dire que le médecin dit aux membres de la famille et c'est le membre de la famille qui va dire au malade. Ou carrément un autre malade. Dans la salle d'attente, les malades se racontent énormément de choses ou à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, pour vous, vous dites, si vous êtes son médecin traitant, c'est moi qui lui explique, c'est moi qui gère son dossier. Ou bien non, ça je ne peux pas le faire, j'appelle un psy, c'est lui qui va s'en charger. Ou bien j'envoie chez l'oncologue, puisque c'est lui qui va donner la chimiothérapie. Par exemple, là je parle d'oncologie, de cancérologie.
Ou bien chez le médecin anapathe, idem quand il y a un problème chirurgical ou cancérologique. Ou bien non, 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 non. Je dis, je ne me casse pas la tête, je parle à la famille le connaît, اللي يقدر يهضر معاه هو يهضر معاه ولا نخليه في السيرفيس وكمريض واحد اخر يحكي له. Alors, je vois la tendance. Alors, préférentiellement, la réponse juste, c'est le médecin traitant. Vous allez voir tout au long du cours qu'en réalité, les données de réassurance, les données, les explications vont venir plutôt du médecin qui va gérer le dossier médical du malade. Le psychologue ou le psychiatre vont venir en amont, c'est-à-dire que si on sait que ce malade a une personnalité qui est fragile, si on sait que ce malade a déjà eu des réactions psychologiques dans certaines situations cliniques problématiques, eh bien, le médecin traitant va demander l'autorisation à faire l'annonce en présence du psychiatre ou du psychologue. Et comme ça, on peut coordonner et on peut absorber le trop-plein d'émotions. Mais sinon, c'est plutôt le médecin traitant. Le problème qui se passe chez nous, c'est que comme c'est une annonce qui est délicate, les médecins vont se renvoyer la balle. Certains assument, hein, je ne dis pas le contraire, certains assument, annoncent, et puis, mais certains le font avec énormément d'applications et d'autres ont trop peur, donc ils ne disent rien et l'information va passer de manière inadaptée. Alors, s'il y a une consultation d'annonce, j'ai commencé à répondre un peu à cette question, qui peut y assister? Donc, vous êtes le médecin traitant. Est-ce que vous pouvez ramener n'importe quelle personne à cette consultation d'annonce? Et si vous demandez l'autorisation au malade, qui est-ce qui peut assister? Un autre médecin, un psychologue, un membre de la famille. Vous, si vous deviez faire ça, est-ce que vous seriez plus rassuré en ayant avec vous un autre collègue, un autre psychologue ou un membre de la famille? Il y a plusieurs possibilités hein, pour ceux qui veulent. Bien. En réalité, on peut intégrer les trois. Je vais m'expliquer. Je discute tête à tête avec le malade, sauf si j'ai une indication particulière. L'indication particulière, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, si le malade a déjà eu une réaction très problématique. Et je lui demande, est-ce que je voudrais qu'un collègue soit avec moi? Par exemple, dans les pathologies où nous sommes plusieurs intervenants, nous demandons d'emblée, avant de faire la consultation d'annonce, nous demandons au malade s'il est d'accord pour qu'il y ait un autre collègue avec nous. Par exemple, je suis chirurgien, mon malade a un problème chirurgical et oncologique, donc je demande au malade s'il est d'accord, quand c'est possible de le faire, que le cancérologue, l'oncologue soit avec nous dans l'entretien. Je ne lui impose pas comme ça quelqu'un. Je peux lui demander s'il est d'accord qu'un psychologue assiste à l'entretien. Et puis, certains patients, je leur pose la question, qu'est-ce qui vous conviendrait? Est-ce que vous préféreriez être seul ou avec un membre de la famille? Beaucoup disent, je préfère être avec un membre de la famille. Mais quand c'est le cas, à un moment donné, je vais demander aux membres de la famille de sortir pour rester seul avec le malade, pour lui poser la question, est-ce que vous voulez que je vous explique ce que vous avez ce que vous avez comme maladie? Et s'il me dit non, je ne veux pas savoir, c'est pour lui dire, est-ce que vous m'autorisez à expliquer aux membres de la famille qui est avec vous? S'il me dit non, je dis d'accord, pas cette personne, est-ce qu'il y a une autre personne que vous voulez que j'informe?
S'il me dit oui, ben, il ramènera l'autre personne une autre fois. Vraiment, tout passe par l'autorisation. L'un des étudiants a très bien mis le point dessus. Ce sont des données confidentielles. On ne peut pas tout dire à n'importe qui. Donc, il est vraiment important que vous demandiez l'autorisation du patient pour qu'il vous donne l'autorisation justement de faire participer une autre personne à cette rencontre. Alors, je crois qu'on annonce toujours, sauf si le malade désire ne pas savoir, excellent. Ça dépend de la maladie, mais je pense qu'il vaut mieux informer. La maladie est une chose personnelle qu'on n'a pas le droit de dire à n'importe qui, tout à fait d'accord. Donc, on attend l'autorisation du malade. D'accord, je comprends. Alors, je pense que tout... C'est quoi l'oncologue? L'oncologue, c'est qui hein? C'est une personne. C'est le cancérologue. L'oncologie, c'est la science qui s'occupe des cancers. Il y a des malades qui souffrent, par exemple, d'une HTA. Lorsqu'on les annonce, provoque des dégâts, la mort, par exemple. Si je ne lui dis pas qu'il est hypertendu, je ne sais pas comment je vais lui faire admettre qu'il doit manger demi-sel et comment il doit prendre ses traitements de manière régulière. Informer le malade sur sa maladie, c'est le responsabiliser. Si je n'annonce pas, eh ben, il risque de continuer à manger salé, à ne pas prendre le traitement, et c'est là où il risque de faire un pic hypertensif et d'avoir des complications. Après, tout est dans comment annoncer pour éviter qu'il y ait un trop-plein d'émotions. Oui, on doit respecter le secret médical. Alors, est-ce que exactement si c'est le psy qui annonce, alors c'est une maladie somatique, le malade risque de ne pas comprendre. Mais on peut ramener un psy juste pour absorber un petit peu l'émotion. Oui, d'accord, d'accord. Très bien. Donc, je termine avec ça et on va revenir à notre cours. Si vous êtes d'accord. Alors, yes. Donc, on a vu les objectifs. Alors, l'annonce, ce n'est pas simplement de l'information. L'information, je pourrais donner un papier au malade où c'est écrit « Monsieur, vous souffrez d'un cancer de la prostate. C'est une maladie qui évolue aux dépens… alors, je vous laisse le temps de revenir ici. Alors, vous êtes tous là? Yeah! Pardon. Pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Alors, oui, vous êtes tous là. Très bien. Donc, je disais que la consultation d'annonce, ce n'est pas simplement une information où on va donner juste des données au malade. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un processus. Elle doit se faire de manière dynamique tout au long du processus d'accompagnement. On peut faire une consultation d'annonce en une seule fois, comme on peut la faire en 2-3 séances, en fonction des réactions du malade. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Si on voit que le malade peut intégrer les informations et interagir, on peut annoncer en une seule séance convenablement. Et puis, si le patient a besoin d'informations par la suite, on peut toujours les compléter. Si on voit que le malade a une réaction qui est inadaptée, on a vu un petit peu hier certaines formes de réactions où le patient peut être sidéré, passif ou très fortement comment dirais-je, perturbé, ce qui pourrait donner lieu à des réactions de déni, des réactions parfois violentes. Donc à ce moment-là, on peut fractionner l'annonce pour ne pas, pour que le patient intègre ces informations. Donc vraiment, vous allez donner quelque chose de lourd. On est conscient qu'on va donner quelque chose de lourd au patient et il va intégrer cette chose-là.
Donc, chaque patient a un rythme et des mécanismes pour intégrer, pour métaboliser cette information. C'est très, très important qu'il arrive à la métaboliser. Donc, je disais que c'est un acte fondateur dans la relation médecin-malade, très, très important. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans une logique de partage et d'entraide qui est capitale. Il est important qu'on annonce. Pourquoi? Parce que le patient a besoin de savoir à quoi il a affaire. Il a besoin de connaître le nom de cette maladie. On a malheureusement, pendant les années passées, vu un peu trop de patients courir à droite et à gauche sans connaître leur maladie. Il va faire son IRM, il va chez l'oncologue, il ramène son anapathe. Et vraiment, est-ce que l'un de vous accepterait de faire tout ça sans savoir de quoi il s'agit? Est-ce que l'un de vous accepterait d'avoir une lettre fermée de compte-rendu d'anapathe, d'histologie, d'une pièce opératoire, d'aller la chercher, de l'emmener chez le médecin, de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur et d'accepter l'idée que le médecin va dire bon, c'est une maladie qui met les maladies l'autre. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous accepteraient une situation pareille. Si c'est un choix de la part du malade de ne pas savoir, je vais respecter ce choix. Mais je lui propose déjà. Je n'ai pas le droit de deviner, de décider à sa place pour ça. Je lui pose les questions s'il veut savoir. Et s'il ne veut pas, eh bien, je continue et je lui dis si à un moment donné vous voulez que je vous explique, je suis là pour ça. Et puis, c'est important pour mettre fin aux incertitudes et aux suppositions des malades. Parfois, les malades croient que ce n'est pas grave et continuent à faire un petit peu n'importe quoi, alors que vous savez, imaginez quelqu'un qui a un cancer avec des métastases et qui vient vous voir pour vous dire وعندي ولدي عنده مشروع كنت راح نمد له صوار باش يدير المشروع هذاك بصح أنا قلت نروح نحج أنا قاعد نلم فيهم 2021 alors que vous savez que bien sûr الأعمار بيد الله mais que son espérance de vie va être très très limitée et que même s'il est en vie d'ici la prochaine saison de Hajj, il est possible que son état de santé se dégrade et ne lui permette pas de faire ça. Certains patients ont besoin de savoir ce qu'ils ont, surtout quand ce sont des maladies graves, quand ce sont des maladies mortelles, pour réorganiser leur vie. راح يشري une usine ou يولي PDG alors que dans quelques mois il pourra même plus sortir de la maison. C'est important qu'il sache et qu'il s'adapte. Si en sachant il veut acheter quand même cette usine, c'est son affaire, c'est pas la vôtre. Donc vraiment, le respect de la personne, c'est respecter son droit d'accéder aux informations importantes qui concernent sa vie. Et parfois, vraiment, c'est le contraire. Le malade se sent très fatigué, il a un diabète et il croit qu'il a un cancer parce que ou a un cancer ou haka et tout. Donc, le fait de lui dire que c'est un diabète, il vous dit, mais non, mais c'est peut-être un cancer. Vous mettez fin à ces suppositions, à ces incertitudes. Il sait à quoi il a affaire et il va commencer à traiter son diabète. J'avance un peu et puis je jette un coup d'œil sur vos questions. Alors. Alors, quelqu'un a dit, les psychologues est un thérapeute aussi, sa présence est nécessaire dans les hôpitaux. Oui, on a depuis plusieurs années des psychologues qui sont dispatchés dans les différents hôpitaux. Le problème, c'est que certains n'ont pas la formation clinique nécessaire. Ils viennent avec leur diplôme de psychologue clinicien, mais beaucoup n'ont jamais vu de malade auparavant. Donc, c'est vraiment compliqué de passer de la théorie et de l'appliquer directement sur le malade. C'est vraiment comme si vous ne faisiez pas de pratique du tout et qu'on vous demande
On vous fait uniquement des cours théoriques, vous lisez le reste sur les livres, et après, on vous demande d'aller soigner un malade. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir les patients. Oui, oui, donner les informations. Le maximum, je ne sais pas si c'est le maximum, mais d'adapter en fonction de la situation. Alors, un patient était à un stade très très avancé de la maladie. On ne lui a pas dit à la fin, nous connaissons les enjeux. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il y a la moins mauvaise en fait, la plus adaptée. Est-ce que toutes les maladies chroniques sont des maladies graves? Non, mais toutes les maladies chroniques sont à prendre au sérieux. On demande directement aux patients s'ils souhaitent connaître le diagnostic. Dans tous les cas, oui, il faut demander systématiquement, je vais en parler après, qui il demande lui-même. Oui. Est-ce que les enfants ne sont pas encore adultes, doivent savoir le nom de leur maladie? Certains, oui. Vous serez étonné de voir à quel point les enfants ont des capacités de compréhension. Donc, oui, on leur dit ce qu'il y a. On essaye de faire des petits schémas parfois pour expliquer. Bien sûr, les tout petits, on va utiliser des termes de tout petit, mais si l'enfant est en âge scolaire, il peut comprendre. Donc, on peut donner un nom à la maladie et ostéomyélite de l'enfant, polio, enfin, il y en a moins, rhumatisme articulaire aigu, et on fait des schémas par la suite pour expliquer. Le rôle du psychologue, on va en parler tout à l'heure. Hein. On commence à peine le cours. Donc, je suis un peu le cours. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de médecins ont peur d'annoncer le diagnostic? Eh bien, parce que cela réveille un certain nombre de peurs. Des peurs fondamentales qui vont projeter sur le malade la peur de la mort, la peur de voir le malade mourir, la peur de se sentir coupable parce que le patient va vous dire tout ça. La peur de la désapprobation. Certains médecins ont envie que les malades les voient toujours comme des gentils. Ce médecin, wallah, يعطيني غير في الدواء المليح ويقول لي غير كلمه مليحه واحد يا لطيف هذاك الطبيب جيت نروح له قال لي عندك كانسير يا لطيف وانا ما عندي حتى شيء arrêtez تخربشوا فوق. Alors, coucou, certains parmi vous sont en train de faire des annotations sur l'écran, donc arrêtez de les faire. Effacez vos annotations, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai une gomme, si je peux effacer. Non, 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 non. Quelqu'un est en train d'effacer avec son iPhone. Voilà, j'efface pour vous. Mais arrêtez de... Je disais donc, les médecins rapportent comme raison qui les empêche d'annoncer la peur de la mort, la peur de se sentir coupable, d'avoir fait de la peine aux patients, le fait de savoir qu'ils peuvent se sentir impuissants, parce que si l'annonce, si je vous dis vous avez telle maladie, mais si derrière je n'ai pas les moyens curatifs, je dis bien On ne vous entend pas. j'ai peur de la désapprobation du patient et qui va se dire oui, mais ce médecin, il sait pas, c'est pas lui qui va tout faire. Peur de faire mal au patient, peur de ne pas être à la hauteur et peur des réactions émotionnelles. Beaucoup de médecins ont fait leurs études de médecine sans savoir comment gérer les émotions d'une personne. Et ils se sentent démunis face à une telle situation. Donc, est-ce que l'annonce comporte des risques? Oui, elle comporte des risques. Ces risques sont liés au processus et d'autres risques sont liés aux techniques d'entretien directement. Alors, quels sont les risques liés au processus?
Le risque numéro un, c'est de diluer les responsabilités. Si on est 3 ou 4 médecins à traiter ce malade-là, chacun dans sa discipline, il est possible que chacun va jeter la responsabilité sur l'autre d'annoncer. Chacun lui donne un petit bout du camembert, quoi. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Le risque, c'est de retarder l'information. Hey, روح زيد جيب لي سكانر. جيب له سكانر، d'accord. وعندي تعييره واحده اخرى تعاودها، عندي هذه التعييره. في رايي لو كان تروح تشوف الطبيب هذاك وتولي لي ça tarde et la personne est là, elle tourne entre les médecins, entre les hôpitaux. Parfois, certains médecins commencent un traitement sans informer le malade. Parfois, l'annonce est incohérente, c'est-à-dire que je vois le premier bilan, mon malade prend par exemple un médicament hépatotoxique, il me rapporte son bilan, je vois une perturbation du bilan hépatique, je lui dis bon, visiblement c'est votre traitement, hein, on va alléger votre traitement, on va refaire un bilan dans un mois, on va voir et tout, c'est pas très grave, mangez pas trop gras, pas trop de sucre et tout. Le problème, c'est quand il va revenir dans un mois, les chiffres hépatiques vont doubler. Il est même possible qu'il revienne avant un mois avec un ictère. Il va être tout jaunissant, tout pâle. Et là, je vais lui dire, on dirait que ce n'est pas le traitement. Vous ne voulez pas faire un bilan autre, mais je pense que ça peut être un petit peu de fatigue. Et après, il revient avec une imagerie d'un cancer du foie avec des métastases, du cancer de la tête, du pancréas avec une atteinte très très importante. Et vous n'allez pas lui dire à ce moment-là qui fait un deal et tout. Donc si vous n'avez pas de données claires, restez un petit peu sur la réserve. Dites, si vous êtes coincé, pour le moment, il est possible que ce soit votre traitement. On va vérifier s'il n'y a aucune autre raison. Donc, je demande un bilan complet hépatique en cherchant des signes en faveur par exemple, un syndrome inflammatoire. Et je pose des questions s'il y a des antécédents, je revois un petit peu. Et puis, je ne vais pas shooter mon malade dans un mois. Je lui dis, vous revenez, on revoit le bilan et on voit ce qu'il y a après. Et c'est vraiment important de garder une part de prudence, une part de réserve, parce qu'on peut se tromper. Kima, il est important de garder une part de réserve. مش طول تروح تقولوا ظهر فيه cancer alors que قادرة تكون حاجة واحدة أخرى. Donc il faut être, je ne vais pas dire totalement sûr, mais avoir suffisamment d'arguments pour expliquer au malade et pour avancer dans la prise en charge du patient. Parfois, le risque lié au processus est d'oublier la principale personne. Monsieur, je vois votre dossier, vous avez un cancer. On va s'occuper de vous. Voilà. Je vais appeler ma collègue, on va gagner du temps. Allô, ma collègue en oncologie, elle est prête à vous voir demain. Et je vais voir si on aura besoin d'une radiothérapie, on ne sait jamais. Une place, si vous n'avez pas besoin de radiothérapie, eh ben, on va libérer la place. On a une excellente psychologue qui travaille avec nous au service depuis 2 ans. Elle sera ici demain. Donc, quand vous terminez avec l'oncologue, vous descendez, vous faites votre entretien avec la psychologue et c'est tout. Si vous voulez que je parle avec votre famille, vous voyez, là, le médecin est en train de prendre toutes les décisions sans passer par le malade. Donc, d'abord, parler au malade, voir ce qu'il veut, où il veut aller et après, combiner notre prise en charge. Alors, notre projet. Pouvez-vous réexpliquer le point de diluer les responsabilités? Oui, diluer les responsabilités. Parfois, le médecin a peur de faire l'annonce complète. Donc, il y aura un médecin qui dit que c'est un cancer du foie. روح دير الراديو وشوف تاع الراديو ويقول لك وش يلقى في الراديو et tout ça. يروح يعمل لا راديو le radiologue lui remet un compte rendu le malade attend il dit non mais فهمني فيه لا لازم تشوف مع الطبيب تاعك انا مانيش الطبيب تاعك اللي راح نقعد معاك ديما بصح عندك حوايج شويه في الكبده مي شوف مع الطبيب تاعك يرجع لو ميدسان
هي يعني قلت لك عندك التهاب في الكبد وعندك بلايص هكا مقيوسين، دوك نعملوا عليهم بيوبسي ونشوفوا، نديروا لا بيوبسي، لو مالاد يرجع لك ها واش لقيتي. روح جيب الورقه تاع لا بيوبسي من عند لانابات، ودرك يقول لك يروح لانابات لو مالاد، le médecin de l'anapat lui dit oui mais bon ce sont des nodules. Finalement, le malade va avoir une information qui va être répartie, éclatée sur plusieurs personnes. Et parfois, ça n'est même pas une annonce complète. Et parfois, les informations sont contradictoires. Donc, vraiment, il faut centraliser sur une personne. Alors, diluer, lorsqu'on n'annonce pas, il y a un risque d'oublier la personne. Non, non, non. Bon. Oublier la personne quand on n'annonce pas et parfois quand on annonce. نقولوا عندك de cancer, ونبدا نفصل في le projet thérapeutique بلا ما نشاور le malade. Il est capital que vos choix, vos décisions soient validées par votre malade. C'est lui qui va subir tout cela. Donc je peux pas. Je lui pose la question, est-ce que vous voulez que j'appelle mes collègues pour commencer à préparer, pour ne pas perdre de temps? Il me dit oui. Je lui dis ok. Je lui dis, est-ce que vous êtes libre les 2-3 jours qui viennent pour faire vos explorations? Il me dit oui. Je lui dis ok. S'il voit que je fais le maximum pour ça, pour que ça aille vite, c'est important pour lui. Après, on court plus vite que la musique. Je lui dis, écoutez, je pense que vous avez un cancer, je vais tout faire pour que ça aille vite. Et je ne lui dis pas, est-ce que vous êtes d'accord? ونبدا نجري وندير، بعد يقول لي ما قلت لك حتى شيء، انا راح نروح لتونس، انا ما نداويش لهنا، راح نشوف طبيب واحد اخر et tout ça. Vous allez vous sentir déçu, vous vous dites mais j'ai fait tout ça pour rien. Et le malade, de son côté, va se sentir frustré parce qu'il va se dire c'est ma maladie, c'est ma vie, je décide d'aller où je veux, quand je veux. يشاورني طبيب قبل ما يعمل لي اجندا ويحطني فيه. J'ai pas compris le dernier point d'oublier la personne concernée. Je viens de. بصح قادر يرفض العلاج. Oui, قادر يرفض العلاج et tout notre travail est d'essayer de le convaincre, mais comme je l'ai dit hier, de garder le lien. 10 secondes. Can you hear anything? Vous m'entendez normalement. Certains se plaignent du son. Oui, d'accord. Alors, oui, c'est bon, je vois que vous m'entendez. Donc, l'incohérence des messages, je le reprends avec vous maintenant. Alors, le risque d'incohérence des messages, on le retrouve dans 2 situations. Situation 1, c'est le même médecin qui s'occupe du malade. Et on tombe sur un médecin qui est hyper optimiste, qui est hyper rassurant, يكذب على روحه ويكذب على المريض. Là, il me كان حتى شيء, c'est pas un cancer, là, c'est pas ça et tout. Le malade vient, j'ai mal à la jambe, par exemple. والو بركا كون درتي سبور ودير شويه فولتارين وشويه بوماده ونقص شويه من الفوت et tout ça. Il se casse pas la tête. Et après, le malade va revenir. يقول له مازال عندي السطر عن بالك كي نوقف عليه يعني ما نحبش السبور. Quand j'appuie sur la pédale de l'accélérateur ou du frein, j'ai très très mal au niveau de ma jambe droite. C'est insupportable. Il y a 2 jours que j'arrive pas à dormir. Bon, ça peut être un petit problème de ligament ou de tendon. Allez, on va faire une petite radio et on va voir ce qu'il y a. Il fait une radio, vous avez une petite image, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà fait une fracture, mais tu fais donc là, le médecin était dans, il n'y a rien, c'est une fatigue musculaire. Et après, il arrive à un autre message. Non, c'est pas de la fatigue musculaire, c'est peut-être une ancienne fracture. Et après, quand la douleur persiste et qu'il fait des explorations et qu'il va trouver que c'est une géode ou que le malade va faire une fracture pathologique, il va dire ah oui, c'est vrai, je pense que c'est un cancer. Ou on dirait que c'est une tuberculose osseuse. Là, c'est pas une tuberculose, c'est un cancer de l'os. Donc, vous voyez, le malade, c'est un cancer et entre-temps, il y a eu des dégâts insurmontables. Donc, ça, c'est situation 1 chez le médecin hyper optimiste ou bien parfois chez le médecin qui ne maîtrise pas encore. Ce sont des situations liées à le début de notre carrière où
on voit une partie, on ne voit pas forcément tous les autres diagnostics et c'est vraiment important d'avoir un éventail large de diagnostics différentiels, de prendre les précautions et de penser au plus grave sans forcément le dire au début, dire au malade, bon, on dirait que vous avez une petite inflammation, c'est pas la peine de le rassurer n'importe comment. Ben, les éléments, on fait une exploration correcte selon les recommandations et c'est à ce moment-là qu'on peut parler au malade. Voilà. L'autre situation, on peut avoir une incohérence dans les messages, c'est justement comme quand on dilue les responsabilités. On est 3 médecins, chacun va apporter une information et qui n'est pas forcément dans la même logique que celle de son collègue. Et là, on risque d'avoir une incohérence dans le message. Imagine, واحد يقول لك لا عندك حبة في الكبدة والآخر يقول لك لا أو دواء برك هو اللي يعمل لك التهاب في الكبدة ونروح لواحد آخر يقول لي عندك المرارة تاعك فيها الأحجار وأنا أقول يا إحنا منو. Ça ne peut pas aller. Alors, un bébé qui est né avec un diabète, est-ce qu'il va vivre normalement, accepter le traitement? Au début, ce sont ses parents qui vont gérer sa pathologie, mais il va grandir avec cet élément de maladie qui l'accompagne depuis le début. Je ne sais pas s'il va vivre normalement, comme vous le dites, il va avoir quelque chose en plus par rapport à d'autres enfants. Alors que il me semble qu'il est plus compliqué d'avoir des habitudes et puis d'avoir à un moment donné un nouvel élément qui va changer votre trajectoire de vie pour certaines maladies et qui vous oblige à faire des réajustements. Alors, un malade qui a une maladie rare, convaincre que cette maladie existe alors qu'il refuse de l'accepter, je peux lui dire, vous pouvez voir un autre médecin et revenir vers moi. Je n'ai pas compris le retard d'information, s'il vous plaît. Oui, alors le retard d'information, c'est quand le médecin a peur d'annoncer et il essaie de gagner du temps. Parfois, il démarre le traitement sans dire au malade pour ne pas le choquer. Il fait les bilans, tous les bilans. Il démarre le traitement, il lui dit pas que c'est un traitement, par exemple, anticancéreux. Et après, il lui dit, vos bilans maintenant sont meilleurs. Bon, je peux vous dire maintenant la vérité. Avant, en fait, vous avez un cancer, vous avez commencé le traitement et vous répondez bien au traitement. Honnêtement, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que si vous n'annoncez pas, il est possible que les malades ne prennent pas le traitement et que le cancer évolue. Donc, on ne décide pas tout à la place du malade. Oui, on peut avoir dans la minimisation chez le médecin. En effet, ça peut donner de l'incohérence. Alors, ces risques liés à l'annonce oui, c'est quand on annonce, quand on n'annonce pas d'une manière correcte. L'annonce, il y a des règles, il y a des étapes à respecter. Donc, quand on ne respecte pas les étapes, on peut tomber dans ces risques-là. Donc, ces risques dont je viens de parler sont liés au processus. Il y a d'autres types de risques qui sont liés aux techniques d'entretien. Je suis en train d'expliquer au malade et puis l'information va mal passer. Quand ça? Quand j'en dis trop. J'explique au malade des éléments et puis après, si les complications de la chimiothérapie, les complications de la radiothérapie, en sachant que pour le moment, il n'est pas éligible à la radiothérapie. Trop en dire, c'est problématique. Ne pas en dire assez, c'est problématique aussi parce qu'on va cacher des éléments importants et pertinents et que le malade ne va pas adhérer forcément au processus de soin. Annoncer et donner des solutions trop tôt. Je lui dis, vous avez un cancer, monsieur, mais écoutez, vous savez, il y a tout plein de médecins qui sont là, ils vont s'occuper de vous, il y a une équipe qui est super sympa, très compétente, on va vous opérer, dans la semaine, vous allez faire votre chimiothérapie, je vais appeler un collègue. Il métabolise et après, on arrive aux solutions. J'informe et puis je donne des données d'une manière graduelle et progressive. Je ne saute pas aux conclusions directement. Ou bien, si les solutions sont uniquement du point de vue du soignant.
comme plusieurs étudiants l'ont fait remarquer, certains malades me disent « mais pour moi, ce n'est pas un cancer » ou bien « je refuse de me faire soigner ». Vous ne pouvez pas occulter le point de vue du malade. Vous devez le prendre en considération et l'intégrer dans votre façon de faire. Si vous dites « je ne veux pas », vous n'allez pas lui dire « je vais ». Vous devez vous adapter avec le malade. Et il y a des moyens de le faire en revoyant le patient, en réexpliquant, en travaillant sur certains éléments. Par exemple, une des choses, quand les malades surtout contestent les bilans, et bien je leur dis, écoutez, on peut refaire le bilan et on voit. Mais on ne va pas passer notre vie à refaire le bilan. Si en refaisant le bilan, zéro, éteignez la caméra, voilà. Si en refaisant le bilan, les mêmes résultats sont là, il ne faut pas attendre un troisième bilan. Il faut commencer à traiter. Si le bilan est négatif, le deuxième bilan est négatif, on fait un troisième, et à mon avis, mais après, ce sont des techniques de créer la motivation sur lesquelles on travaille. Donc là, on n'a pas dans votre programme l'entretien motivationnel, mais je pense que ça se fera à un moment ou à un autre. Mais déjà, il y a des techniques pour travailler sur la motivation du patient à adhérer au traitement et à se faire soigner. Donc, pour résumer, j'ai dit qu'il y avait des risques liés au processus. Quand on ne sait pas annoncer, on risque de donner des informations incohérentes, fractionnées ou divisées sur plusieurs personnes, ce qui risque de faire retarder la transmission de l'information et d'impacter l'adhésion au traitement du malade. Et on a des risques par rapport à comment nous menons l'entretien de l'annonce. Quand on dit trop de choses, dont certaines sont inutiles et prématurées, quand on ne dit pas assez de choses et on ampute l'information, surtout des informations pertinentes, et surtout quand nos solutions sont trop vite ou pas adaptées aux patients. Alors, quelles sont les réactions liées à l'annonce ? De la part du patient, on peut avoir une réaction de sidération. C'est il devient totalement inhibé. Vous parlez, vous avez l'impression de parler à un mur. Ça cogne et ça revient. Le patient est incapable d'intégrer les mécanismes de défense du patient. Son appareil psychique va se bloquer parce que l'information que vous avez donnée est tellement angoissante, elle réveille tellement de représentations de la mort, de la perte, toutes les peurs fondamentales sont réactivées et l'appareil psychique va être bloqué. Il ne peut plus absorber d'autres informations. Donc, il faut être attentif parce que quand le malade est comme ça, c'est pas la peine de rentrer dans les explications du traitement et tout ça. Le malade ne vous entend pas. Vous avez l'impression qu'il est calme, qu'il accepte. Il est possible qu'aux questions, il vous réponde oui, mais donc il est possible que les réponses qu'il vous donne ne soient pas du tout adaptées parce que l'information n'a pas du tout été métabolisée. Donc quand vous voyez que le patient est inhibé comme ça, c'est pas la peine de faire du bourrage de crâne et de défoncer les portes. Il faut attendre que l'état d'inhibition et de sidération diminue. Donc, pour cela, il est vraiment important de prendre le temps de revoir le malade dans un jour, dans 2 jours, de reprendre l'annonce et de voir comment vous pouvez faire. Ça, c'est très, très important. Et pour éviter cela, une des choses qui peuvent provoquer la sidération, c'est trop d'informations. Je le disais tout à l'heure, trop en dire. Je vais parler de mon rôle à moi comme thérapeute. Je ne vais pas donner toutes les données sur la chimiothérapie. Je ne vais pas donner toutes les données sur la radiothérapie. Si le malade insiste, je lui donne quelques informations et je lui dis que c'est l'oncologue ou le radiothérapeute qui maîtrise, c'est sa spécialité et qui pourront lui donner plus de conseils par rapport à ces éléments. Donc vraiment, à chaque intervenant son rôle, celui qui annonce va donner l'information la plus globale, la plus importante sur le schéma, sur la maladie, sur le schéma thérapeutique, mais on avance d'une étape vers une autre que si on voit que le malade accepte. Exemple,
Je dis au patient, est-ce que vous savez ce que vous avez comme maladie? Il me dit, je ne sais pas, parce que je تكون حاجة مش مليحة. كيف خايف تكون حاجة مش مليحة؟ عندي خويا تاني كان مريض بالمرض الخبيث وقادرة تكون نفس المرض. Vous allez lui dire, التعييرات والراديوات اللي درتيهم, et ça j'insiste sur cette phrase, c'est vos données paracliniques. كي قلبتك وعلى حساب واش قلتي لي وعلى حساب التعييرات والراديوات اللي قلتي لي يبان بلي عندك justement ورم في لا بروستات تاعك, cancer في لا بروستات تاعك. Je me tais et je regarde le malade et je vois comment il va encaisser l'information. S'il ne dit rien, je respecte son silence et après je vais l'encourager à me dire ce qu'il a dans sa tête.